ce n'est pas seulement la formation. Il y a aussi les hommes. L'homme peut être bien formé, avoir un équipement conséquent. Mais si lui-même n'a pas de conditions psychologiques et sociales au bon point, il ne peut pas se battre. Je veux vous étonner, il y a un officier policier qui est mort dans les opérations de Centrafrique. C'est un officier policier de la Pire. Oui. Son corps a été rapatrié ici. On l'a enterré la semaine dernière. Le gouvernement Matata et les autres peuvent nous dire ce qu'on a réservé à sa famille. Ça, c'est un cas, c'est juste un cas. Qu'est-ce qu'on a réservé à sa famille? Qu'est-ce que la police a prévu quand on parle de réforme de la sécurité? Qu'on ne voit pas seulement l'équipement, qu'on ne voit pas seulement la formation, mais le social de celui-là qui est appelé à se battre. Est-ce qu'on y a touché? Son salaire, c'est comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire. Vous prenez le chien d'un ministre ou du premier ministre, évaluez son budget annuel et prenez le policier et le militaire. Comparez, vous allez trouver que le budget... Mais je vous dis. Et d'ailleurs, moi je l'ai toujours dit, même Satan ne fait pas ça. Pour des gens qui se battent, qui meurent pour les autres, ce gens-là, lorsque ça brûle, c'est alors qu'eux sortent. Vous leur réservez un traitement de misère. Et cela n'est pas, on ne peut pas compter cela comme une réforme de sécurité. Parce que ces gens-là, lorsqu'ils auront faim, c'est eux-mêmes qui vont créer l'insécurité. Lorsqu'on parle de la diplomatie, ça c'est encore une foutaise. Vous ne reconnaissez rien. Mais écoutez, moi je peux le dire comme le président Baudouin, mais vous savez, lorsqu'il y a la victoire militaire, un pays sérieux, si réellement il y a eu une victoire militaire, un pays sérieux ne peut pas laisser sa diplomatie en congé. C'est alors que la diplomatie se met en branle pour aller vers les gens qui sont, entre guillemets, des potentiels agresseurs. Allez parler avec eux. Qu'est-ce que notre diplomatie a fait? Est-ce qu'on a vu le ministre des Affaires étrangères au Rwanda lorsqu'on a gagné soi-disant, on a gagné la guerre, puisque le M23, vous êtes sans ignorer qu'il se recherche encore pour revenir. Est-ce qu'on a vu le ministre des Affaires étrangères aller là-bas? Vous n'avez pas... On a parlé de la... Mon aîné Massamba peut bien comprendre ceci. On a parlé de la situation des activités des ministres par la lettre du Matata. Écoutez, mais ils expédient les affaires courantes. Oui. Quand les FARDC avaient gagné, le gouvernement Matata n'était pas encore, si c'est encouragé, si c'est... Ils étaient actifs. Ils étaient actifs. Et est-ce qu'on a vu cela? Mon aîné peut le dire. Vous savez, dans le renseignement, on dit que l'ennemi, on ne le fuit pas. On l'affronte. Et on l'affronte tout en sachant ce qu'on a et ce qu'il a. Moi je pense que les jeunes Mamadou, c'est le pouvoir qui l'a fait tuer. Bon, je pense. Puisque quelqu'un qui a mené... Vous pensez? Je pense. Quelqu'un qui a mené une guerre comme ça, qui a remporté la victoire, c'est quelqu'un qu'on devait protéger. C'est quelqu'un qu'on devait protéger. Et mais il avait le score. Vous pouvez vous rendre compte. Laissez-moi évoluer. Vous pouvez vous rendre compte. Allez-y. Vous pouvez vous rendre compte que lorsque les FARDC, non, les M23 a commencé, on disait que c'était un mouvement congolais. Mais après, on a trouvé qu'il était rwandais. Les ADF Nalu, aujourd'hui, c'est un mouvement ougandais. Après, est-ce que ça ne pourra pas devenir un mouvement congolais? Ça a toujours été comme ça. Ça commence
le RCD avait commencé un mouvement. Donc, vous ne connaissez rien. Vous ne voyez rien. Écoutez, il y a une bataille qui a été remportée. Félicitations, FARDC. Ils ont remporté une bataille. Et la bataille, moi, je veux que la victoire soit conservée, soit protégée. C'est ça la vraie victoire. Voilà un patriote. Lorsqu'on remporte une victoire, il faut la conserver. Et c'est en cela qu'on peut dire que réellement on a remporté la victoire. Mais lorsque vous avez la victoire et vous vous amusez avec ça, on vient vous ravir cela, vous n'avez pas vaincu. Donc la bataille a été remportée, voilà. Mais la guerre était loin d'être finie. Sur le plan économique, sur le secteur social. Bon, comme vous voulez, sur le plan économique, j'ai entendu honorable et oui, parler de croissance de 8,5. Bon, moi j'avais appris que nous avions une croissance à 2 chiffres. On nous a fait poireauter partout et tout le temps les Congos connaissaient une croissance à 2 chiffres. Et 2 chiffres, ce n'est pas 8,5. C'est 1 plus quelque chose. Et eux-mêmes se contredisent en parlant de 8,5. Mais vérifions. Si réellement la croissance était de 8,5, ça allait se repentir dans le budget 2014. Le budget 2014 présente une croissance de 4,2. Vous pouvez me justifier comment est-ce que cela, une croissance qui a été générée dans une année, doit nécessairement déboucher sur l'autre année qui vient. La croissance de 2013 est de 8,5. Mais lorsque vous évaluez le budget, regardez le budget 2013 et le budget 2014, vous allez trouver que la croissance n'est que de 4,2. Et en réalité, qu'ils nous disent, cette croissance qu'ils ont générée, elle est de 8 ou de 4. Ils se contredisent. Donc le bilan d'après vous est mitigé ou négatif? Le bilan est négatif. Je vais vous expliquer. Pourquoi je dis négatif? Lorsque nous avons des enfants que nous envoyons à l'école, lorsqu'un enfant obtient 12%, vous allez dire que ce bilan est négatif. En fait, ces résultats sont mitigés. Bon, je ne vais pas vexer le président Baudouin, mais comprenez, lorsque un enfant fait 27%, 30%, c'est un échec ça. Donc, le bilan Matata est négatif. Mais bien sûr, il a échoué. Lui-même reconnaît quand il présente les chiffres. Seulement, comme il parle un beau français, il essaye de montrer aux autres, à partir de son français, qu'il n'a pas échoué. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons des religieux de monde? Chacun va deux minutes, on avance comme ça, on a le temps, parce que j'ai laissé le temps à chacun de répondre par rapport à la grande préoccupation de nos téléspectateurs. Mais chacun maintenant aura 2 minutes. Moi, comme j'étais à l'introduction, vous allez vous rendre compte que je n'ai pas eu vraiment beaucoup de temps. Je voudrais recentrer les débats. Les Congolais doivent comprendre ce qui se passe maintenant. Chacun donne son point. Je voudrais recentrer les débats. Je comprends que la plupart des intervenants sont hors sujet. Nous ne parlons pas des actions de Matata. Parce qu'on peut réaliser beaucoup d'activités en bien ou en mal, mais on ne fait le bilan ou l'évaluation que des activités qui étaient programmées. Je ne sais pas si on se comprend. On ne évalue que les activités qui étaient programmées dans un exercice ou dans un quinquennat. Non. Matata a été investi sur base d'un programme au Parlement. Et le programme, c'est quoi? C'est un ensemble d'activités chiffrées, chronométrées, pour être réalisées avec les ressources idéologiques, les ressources humaines, les ressources temporelles, les ressources financières, les ressources matérielles, dans le temps et l'espace. Mais lorsque M. Christophe nous dit non... Nous avons toujours souffert parce qu'il y en a qui pensent que la politique n'est pas scientifique. Ça, c'est ce qu'on appelle le programme Matata. Je cite. Ce programme s'articule autour des actes ci-après qui sont autant des objectifs à réaliser. Alors il cite, qu'est-ce qu'il doit réaliser?
poursuivre et finaliser les réformes institutionnelles en vue de renforcer l'efficacité de l'État. J'entends quelqu'un me dire ici que sur le plan politique, on a réussi. On a rendu effective la décentralisation. Qu'est-ce qu'on entend par la politique? Ça veut dire que la concertation nationale signifie le bilan politique. Ah, mais c'est ridicule, c'est grave, c'est dangereux. C'est même génocidaire. Mais oui, parce qu'un gouvernement peut terminer la législature sans qu'il y ait de concertation nationale. Mais sur le plan politique, on doit faire quoi? Les institutions politiques doivent fonctionner comme il se doit pour résoudre les problèmes de la population. Et à moi, les concertations, c'est positif, mais ce n'était pas programmé dans les... Je ne sais pas si on sait ce que nous parlons. Nous parlons de l'évaluation des activités du programme de Matata. On n'oublie pas que Matata a acheté les bis. Nous n'oublions pas qu'il y a eu les concertations nationales. Nous n'oublions pas qu'il y a eu la fin de la guerre avec M23. Nous ne parlons pas des actions, nous parlons de l'évaluation des actions programmées. C'est ça le bilan et perspective. Vous avez prévu de faire quand, quoi, où, quand et comment. Après une année, vous avez fait quoi, avec combien et comment. C'est ça l'évaluation. Mais lorsqu'on va nous citer tout ce que Matata a fait, même là, il dormait, s'est réveillé. Mais en tout cas, c'est grave. Consolider la stabilité macroéconomique et accélérer la croissance et la création de l'emploi. Je voudrais préciser ici. Lorsqu'on dit croissance économique à des chiffres, ce n'est pas contradictoire avec 8,5. Des chiffres, c'est-à-dire de 0 à 10, ça fait, à 9, ça fait un chiffre, et de 11 à 20, ça fait deux chiffres. Donc, ce sont les termes, hein, il faut que les économistes s'expliquent. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'on accompagne la science, la politique avec la science. Quand on nous parle de la croissance de PIB, non, écoute, moi je suis chercheur. Quand on parle de la croissance de PIB, mais la croissance de PIB n'a jamais été l'indicateur significatif du développement économique. Parce qu'au moins, si on parlait de la croissance du PNB, produit national brut, ça veut dire ensemble des richesses produites par les Congolais de l'intérieur du pays et de l'extérieur du pays, on peut entamer le développement économique. Mais lorsqu'on parle de PIB, ça veut dire l'ensemble des richesses produites au Congo, même n'appartenant pas aux Congolais, y compris les richesses créées par les Libanais, les Marocains, tout au Congo. Et si dans cette production-là, le circuit financier étranger est à 65%, cet argent qui est créé ici sort d'ici, entre dans le circuit financier d'un autre pays. De quelle croissance vous nous parlez? Parlons science en politique, nous allons aider notre peuple. Messieurs les journalistes, attendez. Il faut qu'on vous donne les chiffres pour que les gens comprennent. Lorsqu'on fait un programme, il y a la programmation budgétaire. La programmation budgétaire, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le budget d'une année, on fait toujours le budget de 3 ans. Dans le programme de 5 ans. Mais c'est les députés. Mais vous avez investi, ce gouvernement, écoutez ce qu'il vous a dit. Dans le secteur financement du programme, qu'est-ce que le Premier ministre vous avait dit? L'objectif visé par le programme en matière de mobilisation des recettes publiques ordinaires, c'est-à-dire personnelles, pour ce quinquennat est très ambitieux. Tous les efforts seront mis en œuvre pour mobiliser pour 2012 environ 5 milliards. Ça n'a pas été fait. Recettes ordinaires. 7 milliards pour 2013, ça n'a pas été fait. 10 milliards pour 2014, ça n'a pas été fait. 12 milliards pour 2015 et 14 milliards pour 2016, soit environ 48 milliards. Lorsqu'on a échoué dans la programmation budgétaire, on n'a pas été à la hauteur de donner les finances qu'on a prévues. Comment vous pouvez dire que sur le plan des activités, vous avez réussi? Pour nous dire que le bilan est largement positif. En tout cas, je ne sais pas qualificatif et je ne sais pas qualifié. Hein. Mais il faut avoir le niveau de moins de quelqu'un qui a fait le 6e primaire. Oui. Parce que tout ce que l'État veut réaliser, ça se voit dans son budget. Mais tout ce que vous réalisez en dehors du budget, les députés ne peuvent pas avoir la possibilité d'évaluer. M. Bodo a dit que si vous avez 100 $, vous ne pouvez pas dépenser plus de 100 $. Alors comment Matata pouvait beaucoup réaliser alors que son budget est en descente de son programme? Et terriblement. J'entends ici, on me dit sur le plan diplomatique, il y a eu des avancées. L'ouverture diplomatique et le développement diplomatique, c'est des choses. On va en Conseil des Nations pour tirer le développement vers son pays. Mais la fin de la guerre n'est qu'un phénomène, ce n'est pas un fait diplomatique. Parce que s'il n'y avait pas la guerre, on ne ferait pas la diplomatie des armes. De quoi nous parlons? C'est pourquoi moi je dis que tous ceux qui font la politique doivent se recycler, soit en sciences d'administration, soit en sciences politiques, soit en droit. Merci. Sinon, notre peuple ne sera pas à mesure de comprendre ce qui se passe. Je chute. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons dire? M. Massamba a parlé du social.
Mais dans le social, permettez que je vous donne. Mais ce matin, Tantra, il a dit ceci, que le taux de chômage est exprimé à 71%. Mais qui nous disent, lui, après avoir exercé le pouvoir 2 ans, il a réduit le taux de chômage à combien? C'est comme ça qu'on évalue un programme. Il a créé combien d'emplois? Même s'il nous dit qu'il a créé des écoles. Il avait prévu de faire combien d'écoles? Il en a fait combien? Il nous parle de routes. Mais il avait prévu les routes où et puis nous les voyons réaliser où? Mais on ne peut pas voir un premier ministre qui vient chaque jour avec les chiffres, mais qui ne découle pas de son programme. Voilà ce que nous disons, que par rapport à l'évaluation, il ne peut même pas avoir 2% de réalisation. Mais par rapport aux activités, il a beaucoup réalisé, mais en dehors du programme. Voilà, je crois que... Les Congolais sont dépayés, les mots... Oui, nous étions en train de dire qu'il faudra... Les Congolais de la diaspora nous suivent et se posent beaucoup de questions par rapport à ce qui se passe ici. Vous êtes la majorité, si vous pouvez éclairer par rapport aussi au point de vue du gouvernement. On est sur ça. Je disais ceci. Pour bien débattre les choses, nous devons mettre nos émotions de côté. Voilà. Il faudrait voir les choses en face. Voir les choses en face, ça veut dire quoi? J'étais clair lors de ma première intervention. Je dis ceci. L'évaluation du programme 2012-2016 serait précoce si on le faisait en janvier 2014. Pourquoi? Puisque quand il a réparti, quand il a donné ce programme n'a pas été modulaire. C'est un programme quinquennal. Donc je serais très très heureux de se retrouver sur ce plateau en 2016 pour qu'on puisse donner la vraie évaluation de ce programme. Je sais que ce qui est prévu par exemple pour 2012, ça n'a pas été exécuté comme on veut. On a noté. Ce qui est fait pour 2013, ça n'a pas été exécuté comme on veut. On a noté. Nous sommes allés jusqu'à dire, vaut mieux être réaliste. C'est-à-dire, ne nous amenez pas de projets de maximisation de recettes dont vous n'êtes pas à mesure de matérialiser. Ce qui nous intéresse, nous, et ce qui intéresse notre peuple, ce n'est pas dire que je vais vous donner 100 milliards ou 200 milliards, que vous ne pouvez pas, mais dites-nous que je vais vous donner 1 milliard et que vous parvenez à mobiliser ces 1 milliard. Donc, il faudrait être réaliste. Nous avons dit cela. Donc, si le Premier ministre Matata, dans son programme, il a prévu de mobiliser 48 milliards en 2016. Nous sommes aujourd'hui... Dans les 5 ans. Dans les 5 ans, nous sommes aujourd'hui en début 2014. Il n'y a pas l'arithmétique qu'il faut faire pour dire prenons 48 milliards divisé par 5 et on trouve autant. Cette arithmétique-là ne s'applique pas. Donc, il fallait qu'il mobilise 5 milliards, mais il a été capable de... C'est ce que je dis, que cette arithmétique-là devient une arithmétique dangereuse. C'est exactement comme un professeur me disait un jour, lorsqu'on devrait construire un barrage et que le coût de ce barrage nous coûtait, je donne un chiffre, par exemple 50 millions de dollars, et qu'il fallait répartir, faire ces travaux en 5 ans. Et lui me dit non, nous pouvons prendre le montant global divisé par 5 et on a un montant initial chaque année. Vous n'allez pas réaliser ces barrages puisque c'est un tout. C'est un tout, vous ne pouvez pas faire. Donc l'application de l'arithmétique en cette matière, prendre les 48 milliards divisé par 5 pour trouver le coût annuel, ça c'est tombé. Tout programme est toujours évalué en moyenne, en donc long terme. L'évaluation sera très très bien et nous attendons. En 2016, vous nous invitez ici et nous nous mettons à débattre. Ça ne sert à rien d'être précoce et d'être pressé. Lorsque nous allons parler, il faudrait quand même qu'on parle des choses en réalité. Le cas de notre frère qui venait de parler d'un policier qui est allé tomber. Écoutez, arrêtons quand même le spectacle. Arrêtons le spectacle. Lorsque nous allons participer à une guerre à l'extérieur, c'est-à-dire, attendez-vous qu'il y aura des pertes et il y aura aussi des retours. Et ça ne doit pas faire chantage
sur toute l'étendue de la République. Pour qu'on puisse dire que tel est allé tomber au front, voilà, on doit tambouriner. Non. On sait gérer, le gouvernement est responsable, on sait que telle personne, il avait une famille, il avait ceci, on prend les précautions pour cela. On ne va pas se mettre à chanter. Deuxième chose, on ne peut pas comparer un être humain avec un chien. Ça ne se fait pas. D'abord, la première des choses, le Premier ministre n'a même pas un chien. Ça, c'est la première des choses. Les autorités n'ont même pas de chien. Ah bon? Ah oui, puisqu'ils sont sécurisés par l'État. L'État les sécurise. Je me demanderai pourquoi on peut comparer le budget. Où est le budget d'un chien? Ne parlons pas par émotion. Ça me rappelle l'histoire de Robert. Nous ne devons pas parler par émotion. Nous devons parler des choses en face. Nous devons éviter cela. Pourquoi? Il faut reconnaître que voilà, ce pays nous appartient. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui viendra le construire. Si nous sommes moins sérieux, nous-mêmes nous allons les détruire. Si nous sommes sérieux, nous allons les construire. Et pour qu'on les construise, on ne doit pas s'amuser. Il faut la contribution de tout le monde. On ne doit pas amener les aspects négatifs pour détruire ce que les autres construisent. Je disais un jour à la diaspora, vous restez dehors, vous faites du bruit, et ici les gens construisent. Qui va construire pour vous? Le pays nous appartient tous. Qui va construire pour vous? Ils viennent même construire des maisons. Quittez là-bas, venez tous, mettons-nous ensemble. Ils n'ont même pas de maisons. Venez, mettons-nous ensemble, contribuons ensemble. Vous êtes allés à l'extérieur, vous avez acquis l'expérience, vous avez acquis la manière de réfléchir, vous avez vu comment les autres ont construit leur pays, vous avez vu comment les autres vivent dans leur pays, ce qui vous amène à vivre là-dedans. Revenez chez nous et nous construisons notre pays et nous travaillons. Et là, s'il vous plaît, j'ajoute 2 minutes, les pays occidentaux dont nous parlons aujourd'hui n'ont pas été créés par Dieu. Ce sont les hommes qui ont construit. Mais pire encore, les mêmes matériaux de construction qu'on a utilisés pour la construction des routes, pour la construction des ponts, pour la construction des immeubles, pour les gaz qu'on utilise pour préparer, tout ça, c'est naturel et ça se retrouve chez nous. Ça ne va pas entrer dans nos maisons comme ça par le bruit. Et nous devons nous mettre au travail et nous travaillons et notre pays sera envié. Voilà, Jean-Félix de l'opposition, comment est-ce que vous réagissez par rapport aux cloches d'État, comme vous l'avez suivi ici? Comme je l'ai suivi, quand j'entends l'honorable parler, il dit il demanderait à nos frères de la diaspora, au lieu de rester là-bas à parloter, autant qu'ils reviennent au pays pour que nous construisions ensemble. Vous avez conquis le pouvoir par le bout du canon. Vous le conservez par le canon. Si ces gens venaient, vous partagerez avec eux le pouvoir pour construire ce pays? Point d'interrogation. Le problème, c'est pour que je réponde. C'est une question posée. On a proposé avec nos opposants. On aurait pu mettre la diaspora. Non, je réponds. Oui, c'est une question. Vous allez répondre. Ok, très bien. Vous aurez le mot de la fin. Je répondrai. Ok. Le problème qui se pose dans ce pays, c'est comme dans le temps. J'ai eu à beaucoup m'appesantir sur cette théorie et à cette époque, j'acceptais également cette théorie que développait mon frère ici, Fomtoto. Que le problème qui se posait au Congo, en grande partie, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Parler que les Occidentaux ne viendraient pas construire, d'accord. Vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? Ils sont là, la majorité est là, le PPRD, ils sont là. Le pouvoir là, pardon, ils sont là, ils font rien. Ils font rien. Matata a répondu, il a parlé. Nous venons à tour de rôle de montrer à suffisance combien ce qu'il a dit n'était pas vrai, c'est pas honnête, c'est pas correct. On ne peut pas parler croissance sans qu'il y ait transformation des conditions de vie des gens. Vous parlez qu'il y a croissance, il n'y a pas de transformation de vie des gens. Vous parlez qu'il y a croissance, vous n'avez créé aucune industrie au pays, vous n'avez engagé personne à part créer des cantonniers à qui vous payez à peine 1500 francs par jour. Vous n'avez pas dit nous avons créé l'emploi, vous n'avez pas dit qu'il y a eu croissance. Quand il y a croissance, ça doit se matérialiser sur le social. Sur le social, ils ont créé combien d'hôpitaux, ils ont construit combien d'hôpitaux, ils ont construit combien d'écoles, ils ont formé combien de cadres, de professeurs d'université dignes. D'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Nous parlons de notre pays. L'enseignement est au rabais. Pourquoi? L'enseignement est au rabais pendant leur règne à eux.
Ça, c'est le règne du roi fainéant, il faut le dire. Il ne faut pas mâcher le mot. Donc, ça ne sert à rien de venir encenser ici, dire que ça ne marche pas. Quand vous suivez les discours de Matata lui-même, il a évoqué certains pays d'Afrique, notamment l'Angola, le Congo-Brazza, le Sud-Soudan, comment aujourd'hui, grâce au pétrole, il commence un peu à essayer de s'en sortir un peu. Nous avons plus que ça. Il a parlé de la Zambie qui, grâce au cuivre, s'en sort. Mais nous avons tout. Nous avons le cuivre, le diamant, l'or, nous avons même plus que ce que personne n'ose nommer. Qui soit très important, nous en avons. Et c'est Matata qui gère, ça ne marche pas. Vous vous imaginez, dans ce pays, l'honorable est là. Je crois que ça, c'est à lui de réagir. Il voulait encore créer, tripatouiller une loi sur les hydrocarbures, sur le pétrole. Vous savez, ici, il y a des gens qui se sont déjà distribués des blocs pétroliers. 18 blocs pétroliers partagés entre des individus. On a disséqué la Gécamine ici. On prend une société qu'on vend à un blanc qui est actionnaire d'un de ceux qui dirigent ce pays, actionnaire, on lui vend à 180 millions de dollars. Il prend la même partie, il va mettre ça dans la bourse de Londres, ça vaut 4 milliards de dollars. Vous trouvez ça sérieux? Vous dites que ces gens sont en train de diriger, ils ne dirigent rien, on ne peut pas compter avec ce pouvoir en place pour espérer un lendemain meilleur. Mais toujours est-il que nous disons aux Congolais, il faut tenir bon, parce que ce pays nous appartient, nous devons nous battre de ceux qu'on relève. Ce ne sont pas des hommes qui manquent, mais seulement le système qui est en place actuellement ne permet pas à ce que nous puissions sortir notre pays du gouffre. Mais on y arrivera. Apparemment, vous me coupez la parole parce que moi, ah, c'est vous qui m'avez fait terminer. Bon, alors, oui, c'est le mot de la fin ou le commentaire? Votre réaction. Ma réaction. Vous avez évoqué la question sur les blocs pétroliers. C'est encore très important parce que ça cite encore des réactions. Ça a été débattu au Parlement. Ça fait partie de l'actualité. Il y a beaucoup de réactions. Encore, nous venez des procès. Il faut bien chronométrer la durée, la période et la faisabilité. Mais Matata est allé en dehors. Comment ça vous réagissez? Non, le bloc pétrolier, je n'entre pas dans ce débat parce que je n'ai pas les éléments ici. Il dit qu'il y a des blocs pétroliers qui appartiennent aux individus qui nous disent que les individus s'agissent. Bon, soit. Moi, je continue à faire la réflexion sur ce que nous avons. Vous savez, à un moment donné, en 2001, je crois, j'avais en face de moi le ministre des Finances du gouvernement de l'époque, qui n'est pas le moindre, Matungulu. Nous lui avons imposé, je crois, 5 milliards à l'époque. Il était à 3. Nous lui avons imposé 5 milliards, mais vraiment à la fin, il a dit je ne saurais pas mobiliser, je ne saurais pas, je saurais. Je lui ai même donné des leçons. Le secrétaire général à l'époque n'est pas toujours en vie. J'ai dit en tout cas, le ministre des Finances, qui avait à faire du bon travail, j'avais cité ce ministre-là, il avait véhiculé les gens de la DGDA, il avait véhiculé les gens de la DGI. Mais allez un peu voir avec les programmes de dons aux Japonais, si on ne peut pas véhiculer les bénéfices de l'agent de l'OFIDA et les impôts. Parce qu'un agent de l'OFIDA qui doit aller intervenir à Kasumbalesa en bis, les Libanais mafiosos, lui, avec des gros cylindres, il arrive en 15 minutes, il fait 5 opérations de fraude, il revient, il repart, il peut faire le détour, le temps que l'agent de la DG ou DGDA arrive en bus, 3 heures, 4 heures après, lui, il aurait fait 4 opérations. Et les marchandises sont sorties, heureusement, vers la Zambie. Donc, ça, moi, c'est la réalité. Maintenant, nous sommes en train d'extrapoler, de parler. Les social, parce que nous devons, comme c'est le souci primordial des chefs de l'État maintenant, pourquoi tous nos succès, nos croissances, le boom minier, tout, l'annulation de la dette, le PPT, pourquoi on n'arrive pas à atteindre le social? Moi, je crois que la réponse peut nous donner paix. Si nous faisons bien des analyses intellectuelles, ça me donne des frayeurs. Ça peut donner des frayeurs à tout le monde. Le social est la différentielle, les résultats de la croissance. Bon. Et les résultats, donc, si vous voulez, la richesse que produit la croissance. Dans cette richesse, vous avez ceux qui y participent. Vous avez les mamans qui vendent l'imprimerie,
les mamans qui vendent les gens de l'Igablo, vous avez les chargeurs, vous avez les petits commerçants qui vendent au détail. Cette fois-ci avec le président Paulin Hébé, il y a eu la question sur l'hydrocarbure, mais je vous répondre aussi à cette préoccupation en ce qui concerne la situation du code de l'hydrocarbure à l'Assemblée nationale. Et certaines opinions voulaient savoir quelles en étaient les raisons qui fait que qu'on ait cette suspension. Bon, avant de répondre, de réagir à cette préoccupation, il y a quelques éléments que j'ai ramassés lorsque les amis sur le plateau ont fait leurs interventions. Je voulais d'abord parler de ce qui concerne la mobilisation des recettes. Vous savez que nous sommes un pays post-conflit et une bonne partie de nos recettes budgétaires devait venir de l'extérieur. Je crois, si ma mémoire est bonne, c'était plus ou moins 57%, n'est-ce pas? Et il y a aussi la mobilisation des recettes intérieures. Mais le même gouvernement qui est censé combattre les blanchiments d'argent, on a constaté, quand on est un homme d'affaires averti aujourd'hui en RDC, on constate qu'il y a blanchiment d'argent dans la mobilisation des recettes de l'État, surtout par DGI interposé. Vous suivrez pendant l'année qu'est-ce qui se passe. Quels que soient les résultats de votre entreprise, l'État vous demande de verser 2500 $. Et l'État réclame ça avec acompte. Donc, vous versez 1000 $, je crois, au début de l'année, au plus tard, 31 janvier. Au milieu de l'année, vous versez une partie et vers septembre, octobre, vous versez le reste. Quels que soient les résultats de votre activité, commerciale. Ce qui fait que, je crois que M. Massamba est là, c'est un grand homme d'affaires, vous cherchez cet argent-là en dehors de vos activités. C'est du blanchiment d'argent. Donc, je crois que l'honorable qui est là, c'est un honorable député, ils doivent voir ce problème-là. Peut-être pas cette année ici, mais l'année prochaine. C'est du blanchiment d'argent. Parce que vous ne savez pas où est-ce que ces entreprises, ces sociétés vont puiser les 2500 $. Multiplié par 1 million, ça représente ce que ça représente. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, tout à l'heure, M. Fumutoto a fait un distinguo entre le PIB et le PNB. C'est difficile de s'attaquer à une mafia, mais je crois que c'est le rôle du gouvernement. Le gouvernement doit faire ce travail-là, parce que le flux des capitaux en RDC n'est pas maîtrisé. Vous voyez, des étrangers, c'est pas qu'on est en train de viser une communauté qui a choisi de venir faire ses affaires chez nous, mais toujours est-il qu'il y a un problème. Il y a un problème. Les gens viennent, même bredouilles, ils sortent d'ici millionnaires, milliardaires. Et on doit se poser des questions. À moins qu'ils puissent avoir quelque part des complicités. Mais s'il n'y a pas complicité, on doit chercher à savoir comment se font ces flux de capitaux. Ça se passe comment? Sinon, il y a blanchiment d'argent également. Il y a blanchiment d'argent. Troisième élément, c'est au niveau des banques. Les banques qui sont là, on n'a aucune banque d'investissement. Ces banques sont là juste pour faire... Banque congolaise. Oui, il faut... Alors qu'il a promis la création de beaucoup de banques spécifiques.
Ici, la banque agricole, la banque des dépenses, d'emprunt et tout ça, c'est pas fait. Ces banques, Cette banque congolaise paye cette vente. ces banques qui sont là, moi je les appelle pas des banques, je les appelle de messagerie financière. Dès qu'on ouvre une banque, la première des choses, vous verrez les panneaux Western Union, les panneaux MoneyGram. Et les transferts de fonds, ça vous coûte à peu près 45 $. Quand vous faites vos calculs, parce que les Congolais se débrouillent, 45 $ par transfert. 1 million de transferts, ça vous fait 45 millions de dollars par jour par cette société que cette société-là réalise. Ici. Qu'est-ce que le fisc fait de ces montants-là? Donc, je suis dans la mobilisation des recettes. Je crois que ça, c'est un travail que le gouvernement doit faire. N'est-ce pas? Et voir également, au niveau des exportations, comment se réalise aujourd'hui le rapatriement, les rapatriements de recettes générées par nos exportations. Est-ce que la Banque centrale suit? Et pour revenir un peu dans la situation des banques, il y a ce qu'on appelle les ratios prudentiels au niveau de la banque. Nos banques ici, tout compte fait, si aujourd'hui vous faites un chèque de 10 millions de dollars, aucune des banques ne peut vous sortir 10 millions de dollars en argent liquide. C'est un problème. Je crois qu'au niveau également de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement, on doit faire de sorte, soit on revoit, on amende la loi sur la réglementation des changes et la loi financière en cette matière, surtout en ce qui concerne le ratio prudentiel. Aucune banque ne peut garder par devers elle plus ou moins 1 million, 1,5 million $. Et aucune banque ici à Kinshasa ne peut vous sortir 10 millions de dollars. Nous avons un SBLC, stand-by, lettre de crédit de 30 millions pour des travaux importants ici qui a été renvoyé. Parce que aucune banque ne peut vous sortir 30 millions de dollars. Il y a un problème. Donc, pour faire de grands travaux, ici, il faut donner de l'espace. Il faut ouvrir l'espace financier. Ça pose un problème sérieux. J'ai même demandé, je profite de ce plateau parce que j'ai demandé une audience auprès du gouverneur de la Banque centrale pour en parler. C'est un monsieur que je connais personnellement au niveau de la Banque centrale quand il est arrivé en 1990. C'est un monsieur, je crois qu'il va revoir ça. Parce que c'est important. Pour développer le pays, il nous faut des capitaux extérieurs. Et ces capitaux doivent entrer. Parce que les capitaux sortent d'ici, qu'on ne contrôle pas. Pourquoi on refuserait des capitaux frais de venir entrer chez nous pour financer des grands travaux? Voilà, je vais revenir à votre question. Il y a aussi un élément à la DGDA. La DGDA avait signé un contrat important avec une société sud-africaine, qui est une société mixte, sud-africain, Corée et Chine. Ils ont mis en place, un peu partout, je crois que vous le constatez, des scanners pour scanner les conteneurs. Aujourd'hui, cette société a été suspendue. On veut mobiliser des recettes. Mais on suspend une société qui a maximisé les recettes de l'État congolais par DGDA interposé. Quelle est cette société? Africa Union, AICF. Vous pouvez vérifier. Pourquoi elle a été suspendue? Ben, sans raison. Parce que les gens ne se sont pas retrouvés. Donc on détruit les gagnes. On veut une chose et son contraire. Donc je crois qu'il faut aider le chef de l'État à avoir les moyens de sa politique. J'ai toujours dit, un chef c'est un chef. N'est-ce pas? Ce sont les experts qui font des chefs un bon chef. Oui.
Parce que j'ai suivi ici, ceux qui disent de l'opposition sont en train de donner beaucoup plus, excusez-moi, monsieur Massamba, beaucoup plus d'orientation au chef de l'État que certaines personnes qui chantent les Djalelou. Quelqu'un comme Joseph Kabila, quand vous le suivez de très près, il n'aime pas les Djalelou. Non, il n'aime pas les Djalelou. Ça, c'est Mobutu. L'époque des Djalelou, c'est révolu. Voilà. Je reviens au dossier pétrole. Il a fallu mettre en place un lobby pour faire comprendre aux députés qui débattaient sur ces dossiers que si on y va de cette façon-là, on est en train d'exposer les chefs de l'État. Tout simplement, on n'est pas des juristes. On n'est pas de puristes économistes. J'ai fait l'administration économique et sociale. J'ai réfléchi personnellement et j'ai contacté beaucoup de gens. Je crois que j'ai contacté même honorable Crispin pour dire la loi qui va sortir du Parlement sera promulguée par le chef de l'État. Cette loi-là, si c'est une loi ou un code des hydrocarbures. Et dans cette loi, on demande au chef de l'État d'approuver les contrats. Ça fait un double emploi. Et on expose les chefs de l'État. Parce que souvent, les contrats pétroliers, coûte que coûte, ça se termine dans des procès. Et donc, le chef de l'État est à tout moment exposé devant les cours et tribunaux. Et cette fois-ci, on devait les laisser arbitre. Voilà, ça ne sera pas devant la Cour suprême de la RDC. Ça sera devant la Cour suprême de OADA, à Abidjan. Il faudra que le chef réponde, même s'il est représenté. Mais c'est lui. Donc, quand on promulgue la loi, on n'est pas juriste. Je crois que M. Fumutoto peut nous aider un peu, en tant que politico, juridico, je ne sais pas quoi. Il peut nous aider. Donc, cette loi-là, c'était taillé de toutes pièces, un peu à dessein. Et on espère que cette fois-ci, parce que nous avons demandé au niveau de la cellule technique du Parlement qu'on prenne également les experts extérieurs pour les aider à mettre en place une loi générale et impersonnelle afin que ça profite aux Congolais. Voilà à ce niveau. Merci. Voilà. On termine avec Jean-Patrick. Réaction sur le fait. C'est un vous avez une réaction particulière parce que oui, j'ai réagi premièrement au propos de l'honorable qui a dit que j'ai comparé un individu, une personne à un chien. Je ne l'ai pas fait et je n'ai pas l'intention de le faire. L'homme ne peut pas être comparé à une bête. En tout cas, je n'en ai pas l'intention et je ne l'ai pas fait. Seulement, j'ai voulu montrer comment est-ce qu'on traite certaines personnes dans notre pays. Ces personnes à qui on demande plus. Mais comment est-ce qu'on les traite? Ce n'est pas dire que j'ai été chez le Premier ministre, je ne connais même pas là où il habite, et j'ai vu des choses chez lui. J'ai été chez le ministre, je ne sais pas quel ministre, j'ai vu les choses chez lui. Je n'ai pas dit ça. C'est une illustration alors. J'ai juste illustré. Donc, je voudrais dire à Honorable que je ne l'ai pas fait et que je n'ai pas l'intention de le faire. Et aussi, pour un autre point, sur l'évaluation. L'Honorable s'est étalé pour montrer qu'on ne peut évaluer qu'à la fin du mandat. Mais non, moi j'ai fait l'évaluation. Il y a ce qu'on appelle l'évaluation à mi-parcours. Cette évaluation à mi-parcours peut intervenir pour censurer les choses, pour voir si le chemin emprunté va réellement aider à aboutir aux objectifs qu'on s'est assignés. Il y a même une autre évaluation qu'on fait avant d'amorcer l'action. Oui. L'évaluation avant parcours. Donc ça ne veut pas dire que pour évaluer une action, il faut attendre sa fin. Non, ça c'est faux. On peut faire une évaluation à mi-parcours et voir et prédire ce que ça sera à la fin. Donc nous, en faisant l'évaluation,
de tout ce que Matata a présenté, nous pouvons prédire sans aucun gêne que la fin est désastreuse. Pour la question liée au pétrole, je n'ai pas encore de données auxquelles je peux me fier pour pouvoir analyser cela. Mais de toutes les manières, le pétrole dans notre pays a fait des débats. Vous pouvez vous imaginer le pétrole qui est à Mwanda. C'est l'Angola qui l'utilise. L'Angola l'exploite. Et lorsqu'on envoie les experts de la RDC aller parler avec l'Angola, à leur retour, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'Angola utilise son pétrole à lui. Mais bon sang, je me pose des questions. Quelle magie on fait pour que lorsque l'Angola tire le pétrole sous-marin, qu'il y ait une séparation pour montrer que c'est lui que l'Angola tire, c'est le pétrole congolais. Il y a toujours des problèmes. Nos experts, quand ils arrivent en Angola, on leur donne de l'argent, on leur distribue des cartes, et quand ils reviennent ici, ils changent de discours. Et tout ça, c'est comme venait de le dire le président, on expose le président de la République pour qu'un jour, qu'il puisse aller répondre. Donc, le point du pétrole et d'autres points, moi, je m'abstiens à faire trop de commentaires sur ça. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Comme nous l'avons dit, notre débat tourné autour de la conférence de presse le samedi dernier par le Premier ministre Augustin Matata. Ce point de presse était plus consacré au bilan des actions du gouvernement pour l'exercice 2013 et aux perspectives pour 2014. Dans la perspective, nous allons aborder la prochaine question pour moi, de donner juste 30 secondes à chacun pour clôturer l'émission et poursuivre ces débats en ce qui concerne les perspectives la semaine prochaine. Je commencerai par l'honorable Massamba, juste au nom de la fin, à l'opinion par rapport aux questions que nous avons débattues. 30 secondes, s'il vous plaît. Nous avons dépassé les minutes. Oui. Moi, je suis très inquiet sur base des réflexions que je viens de faire ici, en direct. Est-ce que notre croissance, notre boom économique, avec notre système de multipodes, nous sommes ensemble avec beaucoup d'étrangers, Libanais, Indo-Pakistanais, héros américains, pouvons-nous réussir, à l'instar de nos amis européens, comme l'a dit M. Forest, après la guerre, en 1945, l'Europe s'est retrouvée complètement délabrée, une économie délabrée, détruite, comme nous. Et grâce au plan Marshall, entre autres, ils ont décollé en allant acheter des usines d'occasion d'Amérique. Mais ils étaient composés uniquement des hommes d'affaires européens. Merci. Est-ce que nous, notre problème, c'est parce que peut-être il n'y a pas assez d'hommes d'affaires congolais. Il y en a, mais que le gouvernement n'encourage pas. C'est comme ça que j'attends. On n'encourage pas. Est-ce que le gouvernement n'est pas juge et parti en ce moment ici, le gouvernement, peut-être dans le gouvernement, on trouve beaucoup plus d'hommes d'affaires que des politiciens ou des ministres qui ont vendu leur âme aux étrangers. Je n'en sais pas si c'est une réflexion. Voilà. Moi, j'attends le gouvernement de cohésion nationale avec des ministres vertébrés et intègres, nationalistes, patriotes. J'ai dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Flavien Damétan. Ce compte, je conclue sur la page 56 du programme Matata, c'est dispositif de suivi et d'évaluation pour répondre à mon député. C'est dit ceci, Matata lui-même ne prévoit pas l'évaluation à la fin de la législature. Il dit ceci, tous les 12 mois, un évaluateur externe de grande expertise sera désigné pour évaluer les performances. Donc pendant que vous l'attendez pour l'évaluer à la fin de la législature, lui-même prévoit un évaluateur externe d'une grande expertise à la fin de chaque 12 mois. Enfin, chaque programme a toujours des réalisations en court, moyen et long terme. On ne peut jamais évaluer un programme
Après 5 ans, ça n'existe pas. Merci. Ça veut dire que ça, cette organisation n'a pas encore existé dans le monde. Nous disons aux compatriotes ceci. Matata nous a trompés. Franchement et sincèrement, son programme est là. Par rapport à ce qu'il a promis de faire au peuple congolais, il n'a pas entamé même 10% alors qu'il est au milieu de la législature. Mais nous disons qu'on trompe jamais un peuple, qu'on ne bat jamais un peuple, qu'on ne gagne jamais un peuple. Nous nous préparons, nous allons défendre notre pays et jusqu'au bout. Merci beaucoup. Honorable Massamba, je vais donner à M. Boulot la conclusion. Bien que j'ai beaucoup à dire, mais vous m'avez cautionné. Bon, malheureusement, c'est devant le peuple que vous le faites. Mais je vais gagner quand même ces quelques minutes.